La République démocratique du Congo, un pays aux dimensions continentales, tout et alors tout est prioritaire. Les défis sont énormes. Comment alors le président de la République peut-il gagner son second mandat? Messieurs et dames, tous les plaisirs est donc pour moi, car je sais vous êtes des milliers, comme toujours, fidèles à ces rendez-vous. Bienvenue à tous et à toutes dans Enjeu. Nos rituels ont donc la peau dure, difficile pour nous de s'en passer. Place à présent à la découverte de l'invité, c'est la célèbre rubrique Eche Omu. Je suis Alexandre Chouembo Mokime, diplômé de l'Université protestante au Congo, IPC en sigle, où j'ai rejoint le département des sciences économiques et y ai enseigné l'économétrie. Présentement, j'enseigne la macroéconomie, croissance et fluctuation, et la microéconomie. Je suis aussi project manager au Centre congolais allemand des microfinances, coordonnateur de la cellule de réflexion économique et sociale et plusieurs fois conseiller à la primature. Alex Choué, enseignant d'université, bienvenue dans le jeu. Merci beaucoup. Ça fait un bail, hein? Oui, ça fait un moment. Sinon, comment vous allez? Je me porte très bien. Alors, la République démocratique du Congo, un pays des défis, hein? Il faudra le dire. Et ces défis ne concernent pas seulement les numéros 1 d'entre nous, hein, le président de la République, le gouvernement de la République, mais aussi nous, peuple congolais. Mais quels sont ces grands défis auxquels la République démocratique du Congo est confrontée ou doit faire face? Bon, il faut faire remarquer que nous avons plusieurs défis, effectivement, parce que le développement est la résultante d'un comportement collectif. Et ce comportement de transformation et de progression vers le haut est à adopter à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la classe dirigeante que la classe des dirigés. Il est important que chacun puisse comprendre les enjeux du développement, mais également savoir comment se comporter pour contribuer à cet avancement de la situation globale du pays. Et pour cela, donc, il faudrait que nous, les privés, que ce soit les ménages, que les entreprises, on soit conscients de ce qu'il faut faire réellement pour réellement participer à l'effort de reconstruction et de développement. Et en ce qui concerne les décideurs politiques, il serait important pour eux de procéder à une refondation de l'appareil d'État, car l'État joue un rôle central dans les impulsions requises pour booster le développement. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a connu comme problème durant une bonne trentaine d'années, il est plus qu'évident que l'appareil d'État ne fonctionne pas correctement. Et donc, s'il n'y a pas de refondation de l'État, il est difficile pour nous d'espérer un lendemain meilleur. On ne bâtit pas sur base des espérances, mais sur base de la connaissance et du travail que l'on fait réellement. L'appareil d'État ne fonctionne pas correctement, ça c'est vrai, depuis plus d'une décennie d'années, vous l'avez dit. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette triste situation, de ces tableaux sombres? Bon, la première des choses, c'est l'homme. Parce qu'au centre du développement se trouve l'homme. C'est lui le principal acteur du développement et c'est lui aussi qui est le principal bénéficiaire. Ce qui veut dire que si l'homme n'agit pas comme il se doit, il est plus qu'évident que l'organisation de la société ne pourra pas être celle attendue. Actuellement, qu'est-ce que nous avons comme problème? C'est que nous, hommes congolais, lorsque nous accédons au pouvoir, nous oublions les défis du pays et on se comporte de fois de manière peu conséquente et peu responsable. Ce qui fait qu'on n'a pas cette capacité et ce courage de faire les réformes requises pour bâtir une machine de l'État comme c'est partout ailleurs, et on n'arrive pas à faire fonctionner correctement les institutions de la République. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de prendre les bonnes décisions, de les implémenter comme il se doit et d'agir comme il faudrait pour que justement on puisse booster le progrès tel que le peuple l'attend, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social et sur le plan humain. Là, vous avez dit un problème d'homme, c'est vrai, un problème d'homme, mais il faudra aussi faire la part des choses. Quand on dit un problème d'homme, homme gouvernant et homme gouverné, mais c'est exactement à quel niveau? À tous les deux niveaux.
C'est-à-dire que celui qui accède au pouvoir n'est qu'un homme. Il n'est pas un dieu. Et ce n'est pas parce qu'on devient président de la République, président du Parlement ou Premier ministre que l'on est plus congolais que les autres. C'est-à-dire que quand on accède aux fonctions d'État, il faut se positionner comme étant un serviteur. J'accède à tel poste, à telle fonction pour servir la cause des Congolais. C'est ça l'idée. Et nous, Congolais, le peuple, on doit comprendre que celui qui est là est notre semblable à nous. C'est un homme et on doit l'accompagner et non pas le vénérer. Parce que, disons-le, moi je suis chrétien, je crois en Dieu. Si nous avons connu plusieurs problèmes dans ce pays, c'est aussi parce qu'à ce même endroit ici, il y a quelques années passées, les gens dansaient ici pour un homme, Mobutu, alors que c'était un homme. On l'a vénéré, on lui a même souhaité d'être éternel, alors qu'il n'y a que Dieu qui est éternel. Oui, ça sont des erreurs que nous avons eu à commettre. C'est-à-dire que nous devons être respectueux de nos dirigeants, mais aussi très exigeants parce que ce qu'ils gèrent, c'est le pays. Ils gèrent les avoirs du peuple parce que nous sommes contribuables. Nous payons les impôts et donc par cela, nous ne devons que leur demander de mener des politiques à même de booster notre progrès et créer ce développement que l'on souhaiterait tous avoir pour des conditions de vie meilleures pour la plupart d'entre nous, aussi pas la majorité des Congolais. C'est ça en fait. Donc il y a un problème à deux niveaux. Que les dirigeants se comportent en serviteurs, que la population les respecte, les accompagne, mais soit aussi exigeante. Et en cas de problème, il faut sanctionner. À tous les niveaux, il faut sanctionner parce que le Congolais ne mérite pas ce qu'il vit. Nous vivons un paradoxe. On regarde ce que Dieu nous a donné naturellement comme ressources, et bien ce que nous vivons ne correspond pas à ce qu'on devrait être. Une fois même, j'ai fait cette blague dans l'auditoire. J'ai dit à mes étudiants, si aujourd'hui, on partait tous en Amérique pendant 6 mois, lorsqu'on rentrera ici, on prend des photos. On prend les photos avant le voyage et après le voyage. Vous verrez une transformation. Et c'est là la bonne image que Dieu veut de nous. Mais jusque-là, nous sommes comme, mais pas exactement ce qu'il faudrait. À un moment, vous avez parlé de l'impunité. Il faudra sanctionner. Et au moment où nous faisons cette émission, le gouvernement de la République, après 21 ans, vient d'élever les moratoires qui pesaient sur l'exécution de la peine capitale en République démocratique du Congo. Pensez-vous que nous nous sommes maintenant résolument rangés vers une bonne direction? Bon, ça c'est un aspect. Là, la décision a été prise par rapport aux infiltrations que l'on connaît au niveau de l'armée, de la police et des services de renseignement. Mais avant cela, je voudrais faire remarquer que la sanction doit être généralisée. C'est-à-dire que nous devons tous respecter les lois de la République et non pas se comporter en délinquants. Et malheureusement, nous qui portons les cravates, souvent nous nous comportons mal et la sanction ne nous suit pas. Déjà à l'époque du président Mobutu à la CNS, Conférence nationale souveraine, il y avait des dirigeants d'autres fois qui avaient eu à vendre les biens de l'État, à prendre l'argent. Et lorsque la commission bien mal acquis leur faisait remarquer ça, ces personnes étaient en train de rire. Comme pour dire que ces personnes ne réalisaient pas la peine qu'elles créaient dans le collectif congolais, les héros à l'époque. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais il faudrait que nous qui sommes au niveau de l'État, qui participons à la gouvernance du pays, on soit sévèrement sanctionnés. Je touche à la caisse de l'État, on me punit. Je fais usage de la corruption, on me punit. Je fais des abus de pouvoir. Je suis ministre, je suis député, j'utilise abusivement la police pour attaquer un civil, une tierce personne, alors que je n'ai pas le droit de faire ça. On doit m'interpeller. Et s'il faut que l'on me fasse partie du gouvernement, qu'on le fasse partir. Mais c'est ce qu'il faut pour que les gens puissent ajuster leur comportement et se comportent dignement par rapport à ce que le peuple ou le pays veut réellement. C'est ce qui doit être fait. Si on ne le fait pas, tout ce qu'on dira n'aura pas de sens parce qu'on va... Peine de mort, tout ça. Oui, la peine de mort, c'est une sanction que l'on a pris ou qu'on a remis. Oui, on a remis ça en place à cause du problème sécuritaire qu'il y a à l'Est. C'est bien. Mais le président de la République l'a dit, nous devons faire un effort pour renforcer la justice. Et donc, il faudrait une réforme profonde de la justice pour que la justice puisse délivrer des services de qualité avec une certaine impartialité. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas le fait que tel est en cravate, tel ne l'est pas, et qu'on n'ait pas une justice à 2 vitesses. Donc, il faudrait pour la RDC une justice juste. Et c'est à ce prix-là que les sanctions seront également utilisées de manière optimale. Parce que j'ai suivi plusieurs commentateurs qui disent que oui, c'est bien de pouvoir lever le moratoire, mais est-ce qu'on va appliquer les dispositions conformément au texte
ou ce sera à la Surtout tête que du client. lorsque le chef de l'État lui-même reconnaît que notre justice est malade. Voilà, Très donc malade. justement, c'est justement un élément qui fait qu'il y a certaines personnes, certains analystes qui émettent des réserves par rapport à cela, et je comprends très bien. Parce que dans une société organisée et où les gens réfléchissent, on a le droit d'émettre des réserves là où on voit qu'il y a certains éléments de contour qui posent problème. C'est pas là une chasse aux sorcières, une façon de d'intimider encore davantage les opposants au régime. La mesure n'a pas été prise pour les opposants, mais je pense que nous avons un problème. Ça fait des années. Une mesure peut en cacher une autre. Oui, mais peut-être, mais là, nous avons des problèmes sérieux. Ça fait des années que le pays est dans un cycle de conflits armés. Et nous avons perdu des millions et des millions de Congolais et de Congolaises, surtout dans la partie est du pays. On pleure nos frères et sœurs qui meurent. Et il faut arrêter cela. Mais chaque fois que l'on intente une action, que ce soit sur le plan diplomatique, que sur le plan militaire, on se rend compte qu'on ne trouve pas une solution durable. Et le drame est qu'on continue à perdre de nos frères et sœurs. Nous voulons arrêter ça. Et après analyse, on se rend compte qu'il y a infiltration. Mais nous pensons que cette mesure a été d'abord prise de manière dissuasive, c'est-à-dire pour amener ceux qui font objet d'une infiltration, dans la traîtrise. Oui, dans la traîtrise, à éviter qu'on puisse les identifier. Et peut-être que ça va réduire cette marge-là et ça permettra justement au pays et principalement au gouvernement de renforcer sa position sur le plan militaire, sécuritaire et donc aider le pays à pouvoir reprendre sa position par rapport à nos voisins qui jouent un rôle très néfaste sur la stabilité du pays dans la partie Est. Mais parce que vous l'avez dit, comment alors mettre fin à cette situation qui n'a fait que trop durer? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure là, nous avons un problème sérieux, l'État, il faut refonder l'État. L'appareil l'État ne fonctionne pas. Et parmi les éléments qui posent problème, c'est l'organisation de la police, de l'armée et des services de renseignement. Il faudrait que l'on change. Donc, il faudrait faire une réforme profonde au niveau de ces entités étatiques. Mais comment faire? C'est la grande question. Vous savez, pour pouvoir sécuriser les frontières, il faut avoir une puissance militaire. Et les armes qu'on utilise, qui sont des armes de plus en plus modernes et sophistiquées, demandent une certaine intelligence. Et pour ça, donc, il faudrait organiser au sein de l'armée et de la police des programmes de recyclage. Parce qu'un policier peut être musclé, costaud, mais s'il ne sait pas lire, il se trouve devant une arme qui demande une analyse pour calculer la portée et tirer. S'il n'a pas le minimum de capital humain qu'il faut, comment va-t-il utiliser cette arme-là? Même si le gouvernement dépense pour acheter des armes sophistiquées, comment est-ce qu'on pourrait répondre? Donc par là, dans le cadre de la réforme, je pense qu'il faudrait renforcer le capital humain de la police et de l'armée. Il faudrait que l'on ait des policiers et militaires qui ont un certain niveau de connaissance aussi. C'est très important pour développer leur capacité à pouvoir sécuriser le pays et intervenir en cas de besoin s'il y a un choc sur le plan sécuritaire. Ça, c'est une réforme qu'il faut faire. Il y a aussi l'équipement. Il faut absolument doter la police et l'armée des équipements dignes, des bureaux. Vous arrivez dans un commissariat de police, on doit sentir que oui, on est dans un commissariat avec ordinateur. Les dossiers des gens sont traités et suivis avec des outils développés. On a des bases de données. On sait que voilà, dans la ville de Kinshasa, voici les criminels qui ont été arrêtés les 10 derniers mois. C'est ça, en fait. Et ça permet d'avoir une gestion sérieuse des dossiers. Et en cas de problème de récidive, on sait établir que tel a été puni par la loi. Ça a été déjà fiché. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, ceci nous manque parce que l'appareil n'est pas organisé comme il se doit. Autre chose importante, il faut améliorer le traitement des personnes qui servent sur le drapeau. Ce sont des gens qui ont accepté de sacrifier de leur vie pour le pays. Parce que quand les armes crépitent, nous, les civils, nous sommes à domicile, certains même en dessous du lit. C'est le cas pour toi, John. Mais pas forcément. Hein. Mais forcément. Mais eux sont dehors avec des armes pour défendre la stabilité des institutions, la sécurité et défendre l'intégrité territoriale. Je pense que ces gens méritent un traitement digne. Et donc, pour cela, il faut revoir aussi à la hausse leur salaire et faire un effort pour payer ça régulièrement. Aussi, il faut mettre en place un programme pour reconstruire les camps militaires et donner aux policiers, aux militaires des conditions de vie acceptables, dignes. Comment est-ce qu'un policier qui a 3 enfants... Aussi mieux que ceux qui siègent derrière les bâtiments. Effectivement, nous sommes tous congolais et le budget, c'est le budget du pays et on a tous les mêmes droits. Et la loi elle-même prévoit qu'il y ait un traitement juste. La loi prévoit l'équité. Et tous ceux qui connaissent les finances publiques savent que les finances publiques ont également une fonction, c'est celle de l'équité sociale. C'est-à-dire assurer une redistribution
pour rééquilibrer le jeu entre les plus nantis et les moins nantis. Et donc cela requiert aussi une réforme profonde des finances publiques pour mobiliser plus de ressources et mieux dépenser, c'est-à-dire éviter les dépenses qui n'ont pas de raison d'être et dégager des épargnes budgétaires chaque année pour arriver à améliorer progressivement le traitement des personnes les moins rémunérées au niveau de l'État, notamment les policiers, les militaires et les fonctionnaires. Et si vous regardez ce qui se fait actuellement et ce qui a été fait déjà depuis des années, c'est assez criant. Et même au niveau de la fonction publique aussi, il y a des changements majeurs qu'il faut apporter. Mais ça demande que l'on fasse des efforts dans l'amélioration de la gouvernance des finances publiques. J'insiste là-dessus. Et en ce qui concerne la gestion même de l'armée et de la police, il y a aussi besoin de faire des réformes. C'est-à-dire qu'il faudrait envisager une restauration des différents services de l'État. Comment est-ce qu'on organise ça et comment est-ce qu'on dépense aussi. Actuellement, par exemple, pour ce qui est de la chaîne de la dépense, il y a des lourdeurs terribles. Vous entendez un dossier aujourd'hui pour une opération urgente. Imaginez un peu avec ce qui se passe à l'Est, il faut qu'on n'ait pas une équipe qui devrait aller à l'Est. Mais si une équipe d'intervention rapide. Voilà. Mais si le traitement du dossier au niveau de la chaîne de la dépense vous prend 2 semaines, 3 semaines, mais il risque d'arriver là-bas, on a déjà pris la ville ou le territoire qu'on allait défendre. Comprenez un peu ça. Il faudrait revoir ici les méthodes de traitement des dossiers. Et comme ce sont des dossiers sensibles, il faut définir des procédures. Mais j'insiste là-dessus, il ne faudrait pas que les dépenses militaires, sécuritaires, soient utilisées par certains acteurs politiques comme étant des occasions pour voler l'État. Parce que dans les dépenses sécuritaires urgentes, des fois, on glisse d'autres dépenses qui n'ont pas de raison d'être et on fait croire que ce sont des dépenses urgentes et ça grève le budget de l'État et ce n'est pas efficace. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait des dépenses efficaces. Donc ça, c'est une chose qu'il faut faire pour réorganiser l'armée, la police et les renseignements. Mais pour la situation de l'Est, ça demande une stratégie. Moi, je demanderai au président de la République de voir comment est-ce qu'il peut mettre sur pied une unité spéciale pour vaincre une fois pour toutes ces problèmes à l'Est du pays. Et que l'on recourt à plusieurs intelligences. Il y a des recrutés d'armée dans plusieurs pays développés qui vendent leurs services à qui veut acheter. Au niveau des USA. Non, je dis des recrutés d'armée qui sont des stratèges de guerre de combat. On les prend, on les amène et ils étudient à côté de nos militaires, de nos officiers, quelle approche utiliser compte tenu des réalités du pays, des réalités géographiques du pays, quelle approche utiliser pour arriver justement à définir la stratégie pour attaquer et défendre une fois pour toutes cette partie est du pays. C'est ce qu'il faudrait faire. Et mettre les moyens qu'il faut, surveiller la gestion. Et si quelqu'un, au niveau par exemple du circuit de la dépense, du gouvernement, joue avec l'argent de la police, c'est ça qu'il faut sanctionner sévèrement. Je ne parle pas de la peine de mort, mais je parle d'une sanction sévère pour que ce soit un exemple. Sévère, en tout cas. Oui, il faut qu'on soit exemplaire. On ne peut pas prétendre être membre du gouvernement et ne pas accompagner les efforts du chef d'État pour stabiliser la situation à l'est du pays. On ne peut pas être officier supérieur et contribuer à la destruction du pays, à la sécurité. On ne peut pas contribuer à ça. Donc, il faut qu'il y ait des sanctions exemplaires. Et si tout le monde se tient digne, c'est à ce niveau-là qu'on peut espérer un début de changement. Et ce même comportement, on doit aussi le développer dans les grandes villes où le banditisme de rue est en train de monter en intensité et en impact avec des conséquences fâcheuses sur les vies humaines. Et on assiste impuissamment à la montée du phénomène Koulouna. Ça, c'est une chose qu'il faut corriger rapidement. Donc, bref, il faut qu'il y ait toute une stratégie, une approche, des moyens conséquents, un suivi. En fait, le vrai problème en RDC, c'est quoi? C'est qu'on a des lois et des textes. Ce ne sont pas les lois qui manquent. On les applique difficilement, on sanctionne difficilement les gens, ce qui fait que quelqu'un bafoue les lois alors que ça s'est observé les lois et personne ne lui fait de réprimande. Alors, s'il n'y a pas de sanctions, ben, on devient une jungle. Et c'est ça, je vois, qui affaiblit l'État. J'ai même suivi une vidéo du vieux Kingo, un grand homme que je respecte beaucoup, qui dit que après mon exil, lorsque je suis rentré au pays, j'ai cherché, je n'ai pas vu l'État. J'ai cherché à l'atteindre, à le contrer. Il n'a pas vu l'État et il a fait remarquer qu'il y a plusieurs centres de décision, il y a plusieurs trafics d'influence et l'autorité de l'État a été affaiblie. Et c'est pendant des années. Aujourd'hui, une des actions fortes que le président Tshisekedi devrait mener dans le cadre de son mandat ici, c'est la refondation de l'État. Au niveau de la police, de l'armée, des services de renseignement, il y a des réformes majeures à faire. Il faut même les doter de bâtiments dignes du travail qu'ils font.
Vous arrivez dans un commissariat de police, dans un service de l'ANER, les bâtiments ne sont pas dignes. Il faut leur donner, parce qu'ils font un grand travail. On doit respecter le travail qu'ils font. Donnons-leur les moyens. Donnons-leur les moyens pour développer aussi l'intelligence économique. Parce que certains crimes que nous déplorons ici ont une dimension économique et financière. C'est dû à la misère. Non, il y a des gens véreux qui profitent des ressources du pays pour faire un business sur le dos de l'État. Les prédateurs. Et donc, il faudrait que ces services aient des moyens pour développer aussi la partie intelligence. Aujourd'hui, ça existe, mais on est là plus comme réactif et on n'est pas proactif. Parce que justement, on n'a pas les moyens. Il faut leur donner les moyens, former les gens, élever les standards, le niveau moyen de capital humain au niveau des services. Et vous allez voir qu'on pourra stabiliser le pays, sécuriser nos frontières et donc engager le pays sur une nouvelle trajectoire sur le plan de la stabilité. Et c'est très important pour l'économie, pour les finances et pour le social. Au niveau de la gestion étatique aussi, il y a une réforme majeure à faire. En commençant par le gouvernement. Moi, je suggérerais au président que la prochaine équipe gouvernementale ait une taille réduite par rapport à l'équipe actuelle. Parce que ça consomme beaucoup. Combien de... 40 membres serait intéressant, si pas même 30. Mais déjà, en réduisant de 20, 30 membres, on ferait une économie budgétaire très importante. Et cela sera très, très, très bénéfique pour le pays parce qu'on aura donc moins de dépenses à engager, ce sera une épargne. Autre chose, je suggérerais également au président que le gouvernement ait 2 commissions. Une commission économie, finances, infrastructure et sociale et une commission justice, gouvernance, paix, sécurité de l'autre côté. Et les 2 commissions vont travailler à l'unisson sous l'autorité de vice-premier ministre pour mieux gérer l'appareil d'État. Et comme ça, chaque 3 mois, le Premier ministre et le vice-premier ministre vont faire l'évaluation de la commission pour voir qui sont ceux qui travaillent et qui sont ceux qui ne travaillent pas. Et s'il faut prendre des mesures, ils prennent des mesures ou proposent au président des sanctions. Et chaque 6 mois, le président, à son tour, fait une évaluation de l'action gouvernementale avec le Premier ministre. Cette façon de faire va garantir une certaine efficacité dans la conduite de l'action gouvernementale. Au niveau des cabinets des ministres, il faut aussi remettre de l'ordre. On doit mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et donc pour cela, je pense que le Premier ministre qui sera nommé devra prendre un décret pour fixer non seulement la taille des cabinets ministériels, mais également définir les modalités de fonctionnement des cabinets et des désignations des membres des cabinets. On ne peut pas, parce que c'est un cousin, le placer conseiller financier alors qu'il n'a rien de connaissance en matière de finances, par exemple. Si on le fait, c'est juste parce que c'est un Tekeumbu. Vous voyez les cabinets. Voilà, donc 99%, ce sont les Tekeumbu. Mais ça, c'est un problème, justement. Et donc, il faudrait prendre des dispositions. Donc, je suggère que l'on prenne une disposition. On est interdit carrément que tout ministre travaille avec un parent de premier degré dans son cabinet. Ça doit être une loi. Une disposition, on prend femme, enfant, mari, père, cousin. Mère. Bon, même cousin de premier degré. Non, comme ça nous permet d'éviter un peu certains déboires que l'on a observés dans plusieurs cabinets ici. Deuxième chose, dans son cabinet, le ministre ne peut pas avoir plus de 15 ou 20% de personnes originaires de sa province pour lutter contre le tribalisme. On définit les job descriptions de tous les membres des cabinets, ce qui fait que quand on doit proposer quelqu'un à un poste, on le positionne par rapport à son casier judiciaire et à son curriculum vitae. Et comme ça, les ministres font des projets d'arrêté, soumettent ça au Premier ministre qui, lui, va faire passer ça au peigne fin par les services de renseignement pour s'assurer que quand on positionne quelqu'un comme conseiller, il n'est pas là pour voler, mais quelqu'un qui a la capacité d'assumer la fonction parce qu'ils sont payés par l'État. Et donc, le salaire ou la rémunération payée doit avoir une contrepartie. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc, si on a ça déjà, au niveau de l'État, on garantit déjà un début de fonctionnement meilleur. Ça, c'est une chose. Au niveau de l'administration publique, il y a besoin de plusieurs réformes. Commençons par la passation des marchés. C'est une jungle. Je pense qu'aujourd'hui, pour mieux faire les choses, il serait important de réorganiser les systèmes de passation des marchés publics en modifiant certaines lois ou dispositions de la loi, en mettant en place des outils de gestion qui nous permettraient de mieux gérer les marchés publics, les investissements publics. Il y a même un rapport du Fonds monétaire qui a montré que les investissements publics en RDC sont mal gérés. Il faudrait faire un effort parce que quand on dépense pour des routes, pour des infrastructures, il faudrait s'assurer que ce qu'on fait comme investissement va réellement être fait conformément aux règles de l'art et pour l'intérêt du peuple. Mais quand la gestion est abandonnée à son triste sort,
comment peut-on espérer avoir des résultats? Donc, au niveau des marchés publics, déjà, il y a des réformes importantes à faire. Ça, c'est une chose. Deuxième chose qu'il faudrait faire, c'est au niveau des finances publiques. La gestion doit être modernisée. Il faudrait, pour moi, créer un système intégré de gestion des finances publiques avec les composantes. Une composante qui va gérer le processus même d'élaboration du budget de l'État avec un modèle macro-fiscal pour projeter les recettes de l'État et suivre les performances réellement attendues des régies. Prendre des dispositions pour faire tomber tout ce qui est interférence dans la collecte des recettes publiques. Améliorer les modalités de suivi de la perception des impôts dans les secteurs stratégiques, notamment les secteurs pétroliers, les secteurs miniers, parce qu'on perd beaucoup d'argent là-bas. Améliorer ensuite la gouvernance des finances publiques à travers la programmation des dépenses. Il y a des outils, le plan d'engagement budgétaire, le plan de trésorerie que l'on gère mal. Depuis des années, il y a une déconnexion entre les deux, ce qui fait que des fois, on énerve le marché par le fait de mal programmer les dépenses de l'État. On fait ça. On améliore aussi la chaîne de la dépense. Aujourd'hui, John Chitenge a une créance sur l'État. Le ministre sectoriel engage la dépense. Arriver au budget pour que l'on liquide alors que c'était budgétisé, ça peut prendre 6 mois, 7 mois. Pourquoi? Parce qu'on veut que John accepte de laisser tomber de l'argent. Ça, c'est de la tricherie. Tout le monde sait ça, mais qui ne prend pas de mesures pour ça? C'est érigé en système. Mais il faut arrêter ça. C'est pour ça que tous ceux qui ont géré, je les condamne quelque part parce que vous avez été ministre des Finances, du Budget, Premier ministre, vous avez vu ces choses-là, mais vous avez laissé faire. Aujourd'hui, John Chitenge et moi sommes désignés par un ministre pour faire une étude. Et à la fin de l'étude, on leur donne une prime. Mais la liste de paiement de la prime contient 300 noms, donc 298 fictifs. Pourquoi? Parce qu'on y ajoute des gens. Vous allez voir le DTO, directeur de cabinet de finances, budget. Pourquoi ces gens doivent être sur la liste alors qu'ils n'ont pas travaillé? La rémunération, c'est la contrepartie d'un travail. Vous ne travaillez pas, vous recevez de l'argent de manière indue. C'est ce qui aussi réduit l'espace budgétaire de l'État. On doit donc repenser notre façon de gérer les dépenses publiques, la qualité de la dépense, autant de choses qu'il faut faire. Donc, il faut créer un système intégré de gestion des finances publiques, développer aussi une plateforme de gestion de l'aide. Aujourd'hui, ça se fait. Un service de l'État demande un appui à la BAD et au même moment au PNUD pour 100 000 $. BAD donne 100 000, PNUD donne 100 000. Donc, on joue 100 000 et 100 000, c'est la poche des gens. Donc, si on développe aujourd'hui une plateforme informatique qui gérerait mieux l'aide reçue des bailleurs, qui centralise les informations, on peut éviter ça et ça permettra au pays de mieux capter l'aide et de mieux l'utiliser. Parce qu'il y a des ressources qui se volatilisent dans les poches des gens alors que ça aurait dû servir le peuple. Donc, ce système intégré de gestion des finances publiques est une chose importante. C'est une réforme majeure que je suggère au président de la République pour ce mandat. Au plan monétaire, surtout ça aussi. Il y a l'instabilité monétaire qui dérange. Et nous avons aussi un niveau d'inflation très élevé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout ça. Pour ce qui est d'abord des prix des biens. Prenez des paniers de biens de grande consommation et comparez les prix de ces biens en RDC et dans les pays voisins. Vous verrez que chez les voisins, les prix sont autres. Vous allez peut-être voir un article qui coûte 11 $ en Angola, 12 au Congo-Brazzaville, 13 en RCA, 20 $ en 14 au Tchad, RDC 50 $. Donc les prix absolus sont trop importants. Et il faut attaquer sur le problème. Il y a des problèmes liés à la douane. Parce qu'à la frontière, il y a plusieurs services. C'est une chose. On en parle depuis des années. Mais comment se dit qu'on dénonce, on parle de ça et personne n'a le courage de prendre les mesures qui s'imposent pour arrêter ça? On fait chanter les réformes. Mais non, les réformes, c'est ce qui change directement au quotidien. Personne n'aime qu'on lui arrache les beefsteaks. Soit on sert le peuple, soit on ne sait pas. Et là, on a commencé l'émission. On a postulé que le dirigeant est au service du peuple. Alors, seront aujourd'hui les dirigeants qui servent la cause du Congolais. Et si on arrive justement à faire un contrôle sérieux, à faire respecter la réglementation en ce qui concerne la fixation des prix des biens, on va donner un début de réponse à nos problèmes. Deuxième chose importante aussi, ce sont les produits pétroliers. Leurs prix doivent être revus. Il faudrait analyser en profondeur les éléments qui entrent à la baisse ou à la hausse? À la baisse, bien sûr. Moi, je suis du peuple. Et donc, il faut tout faire pour servir la cause. Parce que si on baisse les prix des produits pétroliers et que le prix du transport baisse, logiquement parlant, les coûts des entreprises vont baisser et donc le prix des biens sur le marché devrait aussi baisser. C'est à l'avantage du peuple. Et donc, dans les 6 mois ici, si le président Tshisekedi met en place un gouvernement de gens qui sont consciencieux, qui vont prendre des mesures qui s'imposent dans le domaine, vous allez voir que les prix absolus de certains biens vont baisser sur le marché et ce sera à l'avantage du peuple. C'est une chose importante. En ce qui concerne la monnaie elle-même, l'instabilité monétaire provient de quoi? D'un manque de discipline au niveau de la gestion des finances publiques et de la gestion monétaire. C'est ça le vrai problème en RDC. Lorsqu'on a fait la réforme monétaire en 98,
$1 était équivalent à 1,3 francs congolais. Mais aujourd'hui, $1 équivaut à 2800, 2900 francs congolais. Donc c'est comme si on a multiplié par 2000 le taux depuis la réforme jusqu'à aujourd'hui. Donc la Banque centrale n'a pas été en mesure de garantir la stabilité. Elle est en partie fautive parce qu'il y a certaines choses qu'elle n'a pas eu à faire alors qu'elle aurait dû faire ça. Mais elle a aussi subi le diktat de l'État à cause de la dominance de la politique budgétaire sur la politique monétaire. Il y a des mesures de finances publiques qui ont eu à impacter négativement sur la situation monétaire du pays. Je vous donne un exemple. En 2001, on avait une inflation de 135% en RDC. On reprend avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale, on fait le programme intérimaire renforcé. Et dans le cadre de ce programme, on dit, vous allez exécuter le budget de l'État sur base caisse. C'est-à-dire que vous dépensez qu'en fonction de l'argent que vous avez mobilisé. Et qu'est-ce qui se passe? En appliquant ce principe, on est passé de 135% d'inflation à 15%. Donc, on a cassé l'hyperinflation à cause de la discipline budgétaire. À plusieurs reprises, on a pu réduire les pressions sur le marché et sur la monnaie grâce à la discipline budgétaire. Donc, c'est un élément qui dérange. L'année passée, le président de la CENI nous avait dit qu'il y aura élection, mais il se plaignait du fait qu'on n'ait pas l'argent. Et on a bloqué pendant longtemps les dépenses. Mais arrivé au mois de juillet, on lui donne des centaines de millions de dollars en équivalent franc congolais. Quelle était la conséquence? Il y a eu un dérapage. Au mois d'août, le taux de change a atteint 2700. C'est justement... L'argent qu'on donne à la CENI, c'est en francs congolais. Normalement, oui, mais, ça, on doit le dire, mais il faut programmer ça. C'est comme un ressort. Cette masse de francs congolais voilà, sur les marchés. Aucune pression. Alors qu'il y a des outils, comme je dis, il y a le plan d'engagement budgétaire, il y a le plan de trésorerie. Ce sont des outils qu'on utilise pour planifier les dépenses. Aujourd'hui, John a un enfant qui doit aller suivre une formation au Canada. Ça va demander 30 000 $. S'il débourse ces 30 000 $ du coup, il va tuer la maison. Or, à la maison, il faut que l'on vive. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare. Il commence à mettre progressivement de l'argent. Il planifie, il programme et il décaisse progressivement. C'est ainsi qu'il pourra résoudre le problème de manière intelligente. Mais quand vous bloquez et du coup vous sortez, c'est ce qui impacte sur le marché. Donc, la gestion des finances publiques pose de sérieux problèmes. Il faut corriger. Et là, aujourd'hui, avec le manque de confiance qu'il y a vis-à-vis du franc congolais, parce que même en l'absence d'instabilité, si John reçoit 10 millions de francs congolais, premier réflexe, il va d'abord acheter ça, avec ça, les dollars. Donc, il y a un manque de confiance. C'est le premier réflexe. Voilà. Il y a le problème de la thésaurisation, parce qu'il y a des gens qui gardent encore des encaisses importantes. Sous les lits. Voilà. Ici, en dehors du circuit bancaire. Il y a la dollarisation qui pose problème. Il y a aussi le problème d'encombrement. Si John se propose d'acheter aujourd'hui un TVR de 5 000 $, avec l'équivalent en francs congolais en termes de billets de 200 ou 500, ce sont des sacs, n'est-ce pas? Il sera même en insécurité avec ces sacs-là. Donc, il y a un problème d'encombrement. Ces problèmes, il faut les résoudre. Et pour moi, je pense que la réforme monétaire est la meilleure chose à faire. Il y a un remplacement des signes monétaires qu'il faut faire, mais à côté de cela, il y a plusieurs mesures qu'il faut prendre. Il faudra carrément un nouveau billet à valeur faciale élevée. Oui, donc 50 000 francs. Un nouveau franc congolais. Non, moi je propose une nouvelle unité monétaire, un nouveau franc congolais, dont la parité sera de un nouveau franc égale $1. Et on prend des mesures. C'est là, c'est pour clame ou il y a un travail de fond? Il y a toute une réflexion que j'ai menée derrière ça. Et un nouveau Congolais, $1. Comment ça se fait? Oui, non, c'est-à-dire qu'on crée une nouvelle monnaie et qui viendra remplacer. Et durant le mécanisme de remplacement, on pourra déjà lutter contre la thésaurisation qui est un problème comme on l'évoquait tout à l'heure là. Et on va plafonner même, on va amener les gens à garder leurs avoirs en banque, ce qui va contribuer à l'augmentation du taux de bancarisation de notre économie. On va prendre des mesures pour améliorer le système de paiement en plafonnant les paiements en cash. Parce qu'aujourd'hui, les gens, même la petite classe sociale aujourd'hui, utilisent des cartes bancaires. Donc, si on arrive à avoir des terminaux et à amener les gens à utiliser ces terminaux pour le paiement, ça va réduire l'utilisation de la monnaie en papier avec des conséquences positives pour le pays à travers la Banque centrale et la population. Un élément, par exemple, moins on utilise les billets des banques, mieux ça vaut pour la Banque centrale parce que le coût de destruction des billets va baisser, le coût de fabrication de nouveaux billets va aussi baisser et tout ça va donc jouer positivement sur les coûts de la politique monétaire et ça va donc aider le pays à mieux se comporter. Et il y aura aussi des impacts sur l'environnement parce que détruire de moins en moins les billets, produire de moins en moins, ce sera quelque chose de bénéfique pour l'économie verte. Donc il y a lieu de faire cette réforme-là et modifier plusieurs choses, notamment en créant une politique de financement de l'économie. Et il faut relancer l'économie. On a tout sauf rien, mais peut-être qu'on n'a pas le courage
de faire les bonnes réformes pour booster l'économie. Toujours un problème d'homme. L'homme. Mais je vous donne un exemple. En 2022, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, a reconnu qu'il y avait 22 taxes illégales en matière de commerce qui fait supprimer. Depuis 2022. Oui. Mais combien ont été supprimés? En 2023, à la FEC, j'étais en réunion, j'ai posé la question et on m'a dit clairement qu'aucune taxe n'a été supprimée. Si pas augmenté, hein, vous serez étonné, on vous dirait voilà. même qu'il y en a 2 qui se sont ajoutés. Vous comprenez qu'il y a un problème. J'ai eu à faire tout récemment ici une étude pour le compte de la BAD, la Banque africaine de développement, sur le développement de l'agro-business en RDC. Je suis allé en province, mais il y a une étude d'enquête qui a été faite en 2022 qui montre que dans le Nord Kivu, il y a plus de 50-100 taxes illégales qu'on peut supporter aux agriculteurs. Or, le président parle d'une revanche du sol sur ce sol. Mais comment voulez-vous faire cette revanche-là si on n'arrive pas à faire tomber toutes les barrières contre le développement de l'agriculture? Il y a un problème. Ceux qui sont dans l'agriculture ont du mal à avoir accès au crédit. Et des fois, les produits qu'on leur donne ne sont pas adaptés. Mais comment voulez-vous alors qu'on booste? Donc, c'est pour dire que il y a beaucoup à dire. Hein? Je réalise que vous avez beaucoup à dire. Oui. Peut-être qu'on aura un acte 2 de cette émission, si vous le voulez bien. Mais pour le moment, on est obligé d'atterrir. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? Non, en guise de conclusion, je suggère au président de la République de se battre pour réaliser les 6 engagements qu'il a eu à prendre pendant la campagne électorale. Mais pour cela, il faudrait qu'il soit accompagné par des gens qui partagent réellement cette conviction et qui ont la capacité d'agir. Parce que tout le monde peut dire que j'approuve, je suis derrière cette vision, mais certains le disent parce qu'ils veulent se retrouver dans des postes, parce qu'on voit que les gens se battent plus pour les postes que pour agir, et que le président identifie les personnes capables à agir, poser les actes qu'il faut pour que réellement le Congolais voie que oui, nous avons entamé une nouvelle ère avec une meilleure façon d'organiser le gouvernement, de faire fonctionner l'appareil de l'État et des décisions sérieuses qui montrent que oui, on avance et sur le plan sécuritaire, et sur le plan économique, et sur le plan social, et même sur le plan des relations avec l'extérieur. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et si le président arrive à faire ça, il va davantage engager le pays sur la trajectoire tant voulue du progrès. C'est ça. Et tout ce que j'ai proposé tout à l'heure sont des mesures que je suggérerais que l'on intègre dans le programme du gouvernement pour que ce programme soit un programme digne des défis du pays et que ceux qui seront ministres puissent s'engager à faire les choses comme il se doit. Et bien sûr, il faudra circonscrire. Je n'ai pas eu le temps de développer là-dessus, mais il y a toute une méthode de travail qu'il faut imprimer au gouvernement pour avoir de bons résultats. Alors, tu es enseignant d'université, plus précisément à l'UPC et ailleurs aussi. J'ai donné cours à Moujima et j'ai également donné cours à l'UTIN, au GPE. Et bon, voilà. C'était à la fois un plaisir et un honneur. Non, c'est un plaisir aussi de partager ces quelques idées avec vous. Au revoir. Au revoir, merci. Messieurs et dames, c'était donc Alex Choué. Vous l'avez compris, il a essayé de passer en revue tous les enjeux de l'ère en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, moi, comme toujours, mon plaisir est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des enjeux.